Monsieur, dame, bonsoir et très ravi de vous retrouver sur votre télévision Bonferré pour votre grande édition d'information de 21h. 135 voix pour 26 contre et 0 abstention, c'est le résultat du vote de la loi des finances 2023. Elle se chiffre à 324 désolé, elle se chiffre à 3245,44 milliards avec une variation de 118,02 milliards en valeur absolue au lieu de 326,84 milliards par rapport au budget 2022 qui était de 3127,42 milliards de francs CFA. La loi met l'accent sur les réformes destinées à la mobilisation des ressources, l'élargissement de l'assiette fiscale, l'appui à la sécurité et le renforcement du secteur de l'énergie avec une part de 25%. N'est-ce pas Abdelaziz Mahamadou et Ibrahim Ousmane? Le projet de loi des finances 2023, approuvé par l'Assemblée nationale à travers un vote favorable de 135 voix pour, 26 contre et 0 abstention. La loi de finances se chiffre à 3 245,44 milliards avec une variation de 118,02 milliards en valeur absolue au lieu de 326,84 milliards par rapport au budget 2022 qui était de 3 127,42 milliards de francs CFA. Il s'articule autour des mesures de réforme fiscale, le renforcement des équipements et l'incitation aux initiatives privées. Le projet de loi de finances est aussi accompagné par un certain nombre de mesures destinées à promouvoir, bien sûr, à renforcer la mobilisation des ressources, mais aussi à promouvoir le développement d'un certain nombre de secteurs, notamment celui du transport, mais aussi le secteur industriel, notamment dans le contexte de l'opérationnalisation de la zone de libre-échange continentale. Il y a également des mesures qui sont destinées à promouvoir le développement du monde rural et surtout à accélérer par exemple la mécanisation de notre agriculture, qui est un des volets importants de la sécurité alimentaire. C'est notamment à ce niveau l'exonération qui est accordée aux équipements au matériel agricole et d'irrigation. Nous avons également d'autres mesures incitatives qui sont destinées à promouvoir par exemple le recrutement de jeunes à travers des abattements d'impôts, d'autres mesures de facilitation pour promouvoir le financement des activités culturelles mais aussi du sport, des mesures destinées à donner des incitations positives, notamment en ce qui concerne les exonérations pour de nouvelles entreprises qui viennent de se créer et qui sont, par exemple, qui tombent dans le régime de l'impôt synthétique. Auparavant, la présentation du rapport général de la Commission des finances a fait sortir le contenu technique des innovations apportées à la loi des finances 2023. Au terme de nos travaux, le projet de budget que nous soumettons à votre examen est arrêté à 3 928,28 milliards en autorisation d'engagement et 3 291,62 milliards en crédit de paiement. Ce projet qui touche 88 articles du Code général des impôts contient 27 mesures nouvelles en fiscalité intérieure et 5 mesures nouvelles en fiscalité de port. Une présentation qui a suscité des inquiétudes dans les rangs des députés, majorité comme opposition, par rapport à la répartition des fonds par ministère sectoriel. 12 ans de production de pétrole dans notre région, dans notre pays. Aujourd'hui, la région de Difa n'a que bénéficié que 3 ans seulement. L'année 2014, 2018, 2019 et 2020. J'aimerais savoir ici, au ministre des Finances, qu'est-ce qui justifie cet état de fait? Les nouvelles mesures qui ont été identifiées sont des mesures pertinentes, bien fondées et inclusives, puisque c'est des mesures qui touchent tous les secteurs, aussi bien le monde rural
que le monde urbain. Mais ce que je recommande, c'est une large diffusion de ces nouvelles mesures fiscales dans toutes nos langues nationales afin qu'il y ait une bonne compréhension et une bonne appropriation. On voit dans ce budget la part consacrée à l'éducation, alors qu'il a été promis de la porter à 22%, on voit qu'elle est à 12,81%. La santé, on a promis qu'elle sera ramenée à 9% du budget, elle est à 3,6%. L'hydraulique, on a promis qu'elle sera à 7%, elle est à 2,48%. Avec quel sérieux on prend cette Assemblée nationale, on prend la population nigérienne de ce programme? Il faut comprendre comment se fait l'action gouvernementale, le travail gouvernemental. Si vous prenez la présidence, Kandaïchi, le MCC, où est-ce qu'il faut le loger au sein des départements ministériels? Au niveau de la primature, vous avez des projets également de cette nature. L'Assemblée, c'est une dotation. Les ressources allouées à l'Assemblée, c'est essentiellement du fonctionnement, c'est essentiellement pour payer les salaires et les avantages parlementaires. Alors, il ne faut pas faire de comparaison en termes de ratio. Selon le commissaire du gouvernement, la loi des finances 2023 se distingue par la qualité du budget et sa crédibilité dans son financement. L'exécution de ce budget soulagera la population nigérienne dans divers domaines, notamment l'éducation, la santé, la sécurité, l'énergie ou encore le monde rural, a conclu le ministre des Finances. Ouverture à ce matin à Niamey du haut niveau des pays ouverts par le projet d'appui régional à l'initiative pour l'irrigation au Sahel à Faris. Cette première rencontre qui enregistre la participation de tous les partenaires du SILS a été ouverte par le Premier ministre Youssouf Haïdara et Ibrahim Ide pour plus de détails. Le Sahel est la principale région de l'Afrique qui prend de plein fouet les effets du changement climatique. Cet état de fait impacte directement sur la production régionale qui dépend entièrement de la pluviométrie. Pour pallier à cela, les pays membres du SILS ont tenu à Dakar en 2013 une rencontre qui lance l'initiative pour l'irrigation, dont le projet d'appui régional à l'initiative pour l'irrigation au Sahel constitue la première action. Le Paris constitue le premier projet opérationnel de cette initiative avec pour objectif l'aménagement et la réhabilitation de 25 000 hectares. Les résultats obtenus après 4 ans de mise en œuvre sont significatifs et concourent au renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, à l'amélioration des conditions de vie des bénéficiaires, à la diversification des opportunités d'emploi. Ces résultats ont été obtenus grâce à l'accompagnement de la Banque mondiale et on peut à ce titre dire que le Paris est une co-construction SILS, Banque mondiale, équipe pays. C'est le lieu pour moi de leur exprimer notre satisfaction pour le partenariat exemplaire. Cette première rencontre des ministres sera l'occasion de faire le point sur le chemin parcouru. Elle intervient dans une phase importante du projet avec des résultats probants, des retards liés à la conjoncture politique et des attentes légitimes. Cette première rencontre ministérielle de haut niveau se veut donc comme un levier pour le changement de paradigme et la collaboration de toutes les institutions des pays membres du SILS. Le Paris porte une grande ambition, celle exprimée à Dakar. C'est l'ambition d'atteindre 1 million d'hectares irrigués dans le Sahel. Mais il faut le reconnaître, cette ambition ne se réalisera qu'à travers une pleine collaboration de toutes les institutions et de tous les acteurs au processus enclenché par l'initiative pour l'irrigation au Sahel. Ce projet ambitionne un changement de paradigme par rapport aux approches classiques et constitue un projet novateur construit autour du concept de solution d'irrigation en vue de mieux faire, faire plus
et faire plus vite dans nos investissements sur l'irrigation. Au terme de cette rencontre ministérielle de haut niveau qui durera 48 heures, il est attendu la formulation des recommandations permettant d'atteindre les objectifs assignés dans la déclaration de Dakar. Au Niger déjà, des initiatives ont été engagées dans le cadre du Paris avec 2000 hectares déjà aménagés et 2800 autres hectares en voie d'être aménagés dans la région de Maradi, a déclaré le Premier ministre dans son discours d'ouverture de cette rencontre. Le secrétaire général du Haut Commissariat à la modernisation de l'État a présidé cet après-midi au siège du LASDAL la cérémonie de clôture de l'atelier des directeurs des études et de la programmation des ministères sur l'élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques basées sur les données probantes, organisée par le HCME en collaboration avec le programme d'appui à la gouvernance démocratique PAGOD. L'atelier vise à outiller les DEP sur la formulation des politiques basées sur les preuves et non sur les rumeurs et autres. N'est-ce pas Blaziza Mamadou et Omar Boukari? L'objectif de cet atelier des directeurs des études et de la programmation des ministères sur l'élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques basées sur les données probantes est de sensibiliser les DEP sur l'utilisation des données probantes afin qu'ils puissent, dans la formulation, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation de leur politique sectorielle, explorer toutes les pistes pour tirer les bonnes données. C'est une formation qui nous a permis de comprendre la différence entre une décision basée sur l'opinion et une décision basée sur des données probantes. C'est, comme vous le savez, le directeur d'études étant un directeur qui a un travail d'élaboration, de planification et d'aide à la décision aux autorités. Il est donc très important pour nous, quand même, de les remercier parce que nous avons été outillés aujourd'hui sur ce que c'est qu'une donnée probante et l'utilité d'une donnée probante dans la prise de décision. Ce qui nous a beaucoup plu durant cette formation, c'était surtout le discours de l'ascenseur. C'est une première fois que nous l'avons découvert ici et vraiment c'est important, c'est un discours, c'est une méthode d'approche ou une technique d'approche d'un décideur public permettant de lui exposer un problème bien déterminé auquel on cherche son aval pour la mise en œuvre. Cet atelier est organisé par le Haut Commissariat à la modernisation de l'État avec le soutien du programme d'appui à la gouvernance démocratique PAGOD. Pour satisfaire au mieux les attentes des populations, une condition déterminante de la paix et de la stabilité, il faut des cadres bien formés, a rappelé le secrétaire général du Haut Commissariat à la modernisation de l'État. Au cours de l'atelier, il vous a été clairement rappelé que pour avoir des données fiables, il ne faut pas toujours se fier à des sources informelles et peu sûres telles que les opinions, les rumeurs, encore moins les réseaux sociaux. Par contre, ces sources de données peuvent s'obtenir à partir des enquêtes, des évaluations, des travaux de recherche, des études générales ou thématiques, des expériences par les témoignages et les capitalisations des statistiques. Mesdames et messieurs les directeurs, vous devez faire qu'en sorte au niveau de vos ministères soit mis en place des systèmes, des dispositifs permettant de recueillir des données de qualité. La présente formation intervient après celle organisée à l'endroit des secrétaires généraux des ministères à Dosso en mai 2021, ainsi que 8 autres tenues au cours de l'année 2022 à l'endroit des directeurs régionaux des services déconcentrés de l'État de cette région, excepté Niamey, du personnel administratif et technique de l'Assemblée nationale et aux députés membres de la Commission des affaires sociales, culturelles et de la Commission affaires étrangères, avec toujours l'idée d'outiller les cadres de l'administration publique. Autre aspect de ce journal, le Niger, à l'instar de la communauté mondiale, célèbre la journée internationale de lutte contre le sida et les hépatites. À Niamey, c'est le ministre de la Santé publique qui a présidé la cérémonie en présence des partenaires techniques et financiers. Plus de détails avec Boubacar Abadou.
Toutes les parties prenantes dans la lutte contre le sida et les hépatites réunies pour la célébration de cette édition 2022 de la Journée mondiale de lutte contre le sida au Niger. Instituée par les Nations Unies le 1er décembre de l'année, cette journée offre l'occasion d'échanger entre les décideurs, partenaires techniques et financiers, les acteurs et les personnes vivantes avec le sida, de mener des réflexions sur la lutte contre la maladie et faire des plaidoyers pour un financement conséquent dans la lutte contre le sida. Cette année, la journée est placée sous le thème « Poussons pour l'égalité », une façon de lutter contre les inégalités dans le traitement. Les efforts consentis par la communauté internationale pour ce faire risquent d'être anéantis par les inégalités qui perpétuent la pandémie du sida. 4 décennies après le début de la riposte à la pandémie ici au Niger, les inégalités persistent au niveau de l'offre des services les plus élémentaires tels que le dépistage, le traitement et encore plus les nouvelles technologies. À titre d'illustration, en 2021, 55 000 enfants sont nés avec le virus en Afrique de l'Ouest et du Centre. Et seuls 52% de ceux-ci ont été traités. Au Niger, un taux de prévalence est passé de 0,4% en 2012 à 0,2%. Au Niger, malgré les efforts fournis par l'État et ses partenaires dans la lutte contre le sida, la prévalence reste inquiétante dans certains endroits stratégiques, notamment au niveau des professionnels du sexe ou encore dans les maisons d'arrêt où le taux de prévalence dépasse l'ordinaire. Pour se joindre à la vision mondiale d'éradiquer le sida d'ici 2030, le ministère en charge de la santé publique en appelle à la participation de tous. Malgré ces progrès, de nombreux défis restent à relever pour éliminer l'épidémie du sida d'ici 2030, comme prévu par les objectifs de développement durable. Pour sa part, notre département ministériel est déterminé à vous accompagner, à accompagner toutes les luttes contre les IST, VIH-Sida et les hépatites virales. Cette journée mondiale de lutte contre le sida est aussi le lieu pour moi d'appeler à plus de coordination dans la lutte entre les différents acteurs. Aux médias, je voudrais leur demander de faire un plus large écho de la sensibilisation contre le VIH-Sida et contre les hépatites virales. Cette cérémonie a été l'occasion pour le ministère en charge de la Santé de remettre un cadeau et les personnels vivants avec le sida un témoignage de satisfaction aux représentants résidents de l'ONU-SIDA en fin de mission au Niger. Cette journée sera aussi l'occasion d'organiser des campagnes de dépistage gratuit du sida au niveau de plusieurs centres de santé du pays. Le directeur de cabinet du Premier ministre a présidé hier le lancement officiel des transferts monétaires au profit des ménages bénéficiaires du projet filets sociaux de Wadata Talaka. La cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs invités, parmi lesquels notre reporter Suleiman Ousmane. Améliorer l'accès aux services sociaux de base, aux filets sociaux et de renforcer le système de production sociale au Niger, c'est le sens donné à la présente initiative du lancement officiel des transferts monétaires au profit de 60 681 ménages bénéficiaires du projet filets sociaux de Wadata Talaka. Ce paiement touchera 20 000 ménages de la région, dont 4 032 bénéficiaires pour la commune 1, 4 530 ménages pour la commune 2, 4 530 pour la commune 3, 5 725 pour la commune 4 et 3 171 pour la commune 5. Le projet philo-socio adaptatif Wadata Talaka, au-delà des différentes interventions de ses composants traditionnels, cash transfert, cash forward pour la résilience, intervient dans la région du Niamey en réponse aux différentes crises d'inondation. En procédant au lancement officiel de ces activités, le représentant du Premier ministre a rappelé les résultats du projet enregistré après 2 ans de sa mise en œuvre. Après un peu plus de 2 ans de mise en œuvre, le projet compte déjà à son actif des résultats très encourageants.
27 781 ménages chroniquement vulnérables, 365 216 ménages victimes des conséquences socio-économiques de la COVID-19 touchés, 13 400 ménages victimes d'inondations touchés, 16 850 travailleurs mobilisés. Ce cash transfert d'eau est réparti dans 668 villages et quartiers relevant de 39 communes, dont 14 urbaines et 25 rurales. Ces transferts monétaires constituent l'une des modalités des filets sociaux qui ont pour vocation d'atténuer la pauvreté des couches vulnérables des populations nigériennes en leur apportant le minimum nécessaire pour améliorer leurs conditions de vie en général. La revue de la presse de Bonferré Télévision, c'est tous les jeudis avec Mustapha Abdrahman Zangouma. Mustapha, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Samira Ali Maïga et bienvenue à la une des journaux de Bonferré Télévision de ce jeudi soir. Cette semaine, c'est le décès en détention du capitaine Issa Amadou Kounché, la découverte présumée d'un gisement de pétrole dans la région d'Agadez et le double sommet IAZEL-CAF organisé avec succès à Niamey qui domine le contenu des journaux nigériens. Le journal Le Monde d'aujourd'hui a titré à sa une « Mort du capitaine Issa Amadou Kounché ». Le président Mohamed Bazoum face à sa conscience. Le président Bazoum Mohamed est depuis le vendredi 24 novembre 2022 face à sa propre conscience, écrit le journal Le Monde d'aujourd'hui de cette semaine, avec le décès pour faute de soins médicaux adéquats du capitaine Issa Amadou, accusé de tentative de coup d'État en 2015 sous Issoufou Mahamadou. Interné au centre hospitalier Amirou Boubacar Diallo de Lamordé, sans soins médicaux correspondant à sa pathologie, l'officier des forces armées nigériennes a donc rendu l'âme. Pourtant, sa famille aura tout tenté en interpellant les autorités. Le 13 octobre 2022, d'abord, le capitaine Abdul Aziz Ambali, neveu et gendre du défunt capitaine, lui-même incarcéré depuis de longues années, a saisi la Commission nationale des droits humains CNDH sur l'état de santé de l'intéressé, laquelle commission a, à travers un communiqué, demandé l'évacuation du capitaine Issa Amadou Kounché pour raison de santé. Mais ce sera en vain puisque le gouvernement de Bazoum Mohamed restera sourd à cet appel. Ensuite, le 14 novembre 2022, où le même capitaine Abdul Aziz Ambali a à nouveau adressé une correspondance à la CNDH pour qu'elle fasse le déplacement du centre hospitalier de Lamordé, où les autorités nigériennes ont cru devoir transférer le malade sans soins adéquats. Mais ni la CNDH ni le gouvernement n'ont réagi. Pourtant, la famille du défunt capitaine avait marqué son entière disponibilité à supporter les charges y afférentes si l'État, par ses dirigeants actuels, ne voulait pas mettre un frein dans l'évacuation du capitaine Issa. Le capitaine Issa Amadou Kounché devait d'ailleurs recouvrer la liberté en décembre 2020, rappelle le journal, suite à un décret présidentiel accordant une grâce à cause de son âge avancé. Mais instruction a été donnée de maintenir l'intéressé en détention jusqu'à 72 heures après, où un nouveau décret a été signé qui modifie et rehausse l'âge requis pour bénéficier de la grâce présidentielle. Le capitaine Issa Amadou Kounché est un officier nigérien mort en prison parce que Bazoum Mohamed, à la tête de l'État du Niger, n'a pas cru intervenir pour son évacuation pour des soins médicaux adéquats, conclut le journal Le Monde d'aujourd'hui de cette semaine. Pour le journal L'Éclosion, le président Mohamed Bazoum ne doit pas laisser impuni de tels assassinats qui relèveraient d'une autre ère. Ce qui intrigue plutôt dans le décès du capitaine Issa Amadou Kounché, rappelé à Dieu le vendredi 25 novembre 2022, ce sont les conditions dans lesquelles ce décès est intervenu, écrit le journal L'Éclosion de cette semaine. Des conditions similaires à celles de Soumaïlou Maïga au Mali, décédé en prison et qualifié en son temps d'assassinat par le président Bazoum. Pourtant, plusieurs alertes sur l'état de santé du défunt ont défrayé la chronique. Son conseil, sa famille et même des leaders de la société civile ont alerté sur le risque que le détenu ne survive pas à sa maladie s'il n'est pas évacué. Pourtant, tout détenu qu'il était, le défunt avait droit aux soins de santé appropriés en tant qu'être humain conformément à l'alinéa
1er de l'article 12 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et environnementaux, la Constitution de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, la Constitution de la République du Niger, l'article 13 de cette Constitution du 25 novembre 2010. Au regard de tout cela, la mort d'Issa Amadou implique l'ouverture d'une enquête et éventuellement un procès contre ceux qui devraient autoriser son évacuation, à moins que la justice ne soit rendue dans notre pays selon le rang social du justiciable, conclut le journal L'Éclosion. Contrepoids de la Renaissance à 3, Issoufou Mahamadou remis à sa place. C'est le titre qui barre la une du journal L'Actualité de cette semaine. Il y a quelques jours, le journal L'Actualité dit avoir appris la libération de la voie qui gênait les usagers de la route et des populations avoisinantes depuis que Issoufou Mahamadou, ancien président de la République, s'est installé non loin de la présidence de la République du Niger. Les usagers qui avaient des difficultés à passer par là constatent désormais qu'il n'y a pas beaucoup de gardes aux alentours, ce qui donnait à l'époque l'impression d'avoir affaire à un autre président de la République. Le confrère apprend par la même occasion que le nombre d'éléments de la garde de Issoufou Mahamadou a été réduit. Si cette information se confirmait, l'ancien chef d'État aura sans doute compris qu'on le déplumait et qu'il allait retrouver son statut irrévocable de citoyen normal, même durant le sommet de l'Union africaine où il a été question de la ZLECAf, un chantier qu'il a conduit. Il n'a pas été très mis sous les lumières des caméras. Il a été placé presque dans un second rôle, souligne le confrère. Il n'a pas eu assez d'espace pour se plaire et se plastorer et donc pas plus de moyens de faire ombrage à un autre. C'est du moins l'impression que l'on peut avoir depuis quelque temps et on pourrait ne pas se tromper dans cette lecture. Près d'Arlit, du pétrole jaillit du sous-sol, fait divers ou réalité vérifiée, s'interroge pour sa part à sa une le canard en furie de cette semaine. Des vidéos de pétrole bouillonnant et jaillissant de terre pour prendre le large à travers des dunes de sable circulent sur les réseaux sociaux. Le spectacle digne de la conquête du pétrole au Texas ou au Colorado se serait produit aux alentours de la ville uranifère d'Arlit, affirme au conditionnel le journal Le Canard en furie de cette semaine. En effet, selon le confrère, c'est sur un site pas loin de la ville d'Arlit que le pétrole aurait jailli de façon brusque avant de se répandre tout autour au gré de l'espace que les dunes de sable lui offraient. Cette nouvelle trouvaille fera-t-elle l'objet de ruées comme ce fut le cas pour le site aurifère du Djado, où ce sont des milliers de citoyens et même ceux de pays voisins qui ont convergé pour creuser la terre et se servir? Cela n'est pas à écarter au vu de l'inconséquence et la nonchalance des acteurs de prise de décision qui ne manqueront pas de perdre du temps dans des visites de terrain, des prospections, des allées et venues interminables. Le journal Niger Inter-Hebdo évoquant le sommet de l'UA sur l'industrialisation et la ZLECAf s'interroge si l'Afrique est déterminée à prendre son envol. Près d'une dizaine de dirigeants africains ont répondu présents à Niamey lors de cette 17e édition du sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, couplé avec la session extraordinaire de la ZLECAf, un véritable succès à mettre à l'actif de la diplomatie nigérienne ainsi qu'au leadership du président Bazoum tel que reconnu sur la scène internationale, écrit le journal Niger Inter-Hebdo de cette semaine, organisé autour du thème « Industrialiser l'Afrique, renouveler les engagements en faveur d'une industrialisation et d'une diversification économique inclusive et durable ». La rencontre de Niamey a tenu toutes ses promesses, celle d'influencer une nouvelle dynamique dans l'industrialisation du continent, tout en donnant un coup d'accélération au processus de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale ZLECAf. La conférence des chefs d'État et de gouvernement a nommé le président de la République Bazoum Mohamed comme champion de l'Union africaine sur l'industrialisation inclusive et durable et la transformation productive pour assurer le leadership politique et la sensibilisation et assurer un suivi des progrès concernant le développement industriel sur le continent afin de réaliser la transformation de l'Afrique sous l'Union africaine Agenda 2063. Enfin, le quotidien gouvernemental Le Sahel d'hier mercredi nous parle de la participation du président de la République au 16e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CBLT à Abuja, Nigeria.
Oui, Samira Ali Maïga, le président de la République Mohamed Bazoum a pris part à Abuja, au Nigeria, aux travaux du 16e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la Commission du bassin du lac Tchad, la CBLT, écrit le quotidien gouvernemental Le Sahel numéro 10436 de ce 30 novembre 2022, sommet au cours duquel les chefs d'État ont examiné le rapport du Conseil des ministres de la Défense, celui de l'envoyé spécial du sommet sur la situation au Tchad et le rapport de la 68e session ordinaire du Conseil des ministres de la CBLT. Moustapha Abdrahmane, merci. Merci également à vous, Samira Alimega. C'est la fin de votre édition d'information sur la télévision Bonferré. Merci pour votre fidélité. Prochain rendez-vous de la rédaction, c'est demain, Inch'Allah. Merci et au revoir.